J'arrive au prototypage et là, pour le coup, j'ai plus grand-chose à faire. On est passé de la course à pied à la course automobile dans nos métiers. S'il y en a qui ont envie de continuer à courir, grand bien leur face. Mais par contre, vous allez très vite tout petit dans le rétroviseur. En fait, on peut pas reculer. Moi, j'ai déjà passé, je pense, au moins un mois à travailler complètement dans le vide, ce qui est un drame quand on est dans une startup early stage. C'est du gain de temps parce que ce traumatisme n'existe plus. Je pense qu'on a tous peur de ces flèches. On va structurer ça par étapes, comme consulter les personas, la roadmap, etc. Si ça te va, on peut creuser un peu plus chaque fois. Eh bien, c'est pas mal. Je prends mes 3 interviews, puis je lui dis rien du tout. Hop là. Bonjour. Ah oui, vous m'entendez? Bonjour Paris. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bon, écoutez, moi je suis super contente là de vous avoir, de vous voir, de vous rencontrer. Qui est-ce qui n'est jamais venu à Laptop? Oh non, mais Antoine, ça va. Ok, très bien. Est-ce que vous connaissez un petit peu le Laptop? Ou non? Très bien, génial. Je me dis que c'est important parce que là on arrive à un tournant dans nos vies. Et vous savez de quoi on parle, évidemment. L'IA change beaucoup de choses. Le laptop, en fait, je l'ai créé toute seule, là, comme une grande, il y a presque 14 ans. Et en fait, c'était le tout début de l'UX design. Ça existait à peine. Donc, c'était déjà un grand tournant dans les entreprises, déjà d'intégrer la vision centrée utilisateur, penser des concepts, des process, et que le design ne soit pas que de l'interface. Et donc, moi, ça a été toujours ma grande bataille. Et donc, au début, moi, j'ai créé un coworking à Paris. Et puis, maintenant, il y a un lieu à Marseille. Et au début, c'était vraiment l'idée de comment on collabore, comment on travaille mieux ensemble. Donc, parce que c'était une grosse tannée avant. Et maintenant, c'est différent. C'est toujours une grosse tannée. Donc, ça, c'était important. Puis après, en fait, j'ai créé toute une communauté. Et puis, du coup, c'est plus moi, c'est vous, en fait. Plein de ressources, des webinaires, des formations. Et puis, il y a beaucoup de membres, en fait, qui proposent leur contenu. Et donc, l'AI Design Night vient dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on aime bien proposer des choses gratuites, ouvertes pour que vous rencontriez. Donc, c'est hyper important. Moi, je suis trop contente de vous voir là en présentiel. Et aussi, on forme les gens pour évoluer, en fait, pour que vous soyez quand même, vous adaptiez à l'entreprise, mais surtout que vous fassiez évoluer vos entreprises, parce que c'est ça notre job, en fait. Nous, on adore faire évoluer les manières de travailler. Et donc, quand j'ai su que Ed, un ami de longue date, quand j'ai su que tu travaillais pour Dust et que justement Dust à l'époque je connaissais pas, c'est toi qui m'as expliqué tout ça. Et on s'est dit, mais là, ça va changer des vies, quoi. Ça va changer des vies professionnelles. Et surtout, ça a l'air simple, en fait. Ça a l'air très, très simple. Donc voilà, on s'est dit, tous les deux, est-ce que ça serait pas un peu le moment d'ouvrir, de former les gens à l'IA, mais à travers des agents, avec des use cases? Parce qu'en fait, c'est que ça, l'IA. Il y a plein d'outils, mais c'est surtout en fait, comment on va vous faciliter votre vie au quotidien. Ouais, donc Edouard, enchanté, je travaille chez Dust depuis environ 2 ans. Et avant ça, je travaillais pour Alan pendant 7 ans. Et avant ça, pour WeThings. Ce qui m'intéresse beaucoup à travailler chez Dust, c'est que finalement, on fabrique un outil qui est assez générique pour l'usage de plein de gens, pour plein de choses différentes. Et la question que tout le monde se pose, c'est à quoi ça sert à la fin. Et en fait, nous, on fabrique un outil pour que d'autres gens puissent fabriquer des outils. Donc ce genre de soirée, c'est hyper utile pour moi parce que c'est là où je vois comment est-ce que finalement les gens arrivent à créer des choses et qu'est-ce qu'ils créent, et ça va nous permettre, dans une espèce de grande machine de co-création, d'améliorer le produit, de l'optimiser pour certains usages. L'IA, c'est un peu un truc qui a l'air d'avoir une forme, mais qui est caché, enterré, et j'ai un peu l'impression régulièrement de prendre ma petite pelle et d'essayer de deviner quelle forme ça a, une fois qu'on aura fini de creuser, quels sont les bons éléments de sémantique qui vont à la fin nous permettre de créer quelque chose de simple à utiliser et qui permet de fabriquer des choses puissantes en même temps. Et donc cette espèce de travail-là, donc j'ai besoin de pas mal de gens pour ça. Et oui, et après aussi, c'est ce qui est hyper intéressant dans votre outil. Alors, j'aime pas vendre des outils, mais j'avoue, là, celui-ci, je suis assez fan parce que en fait, c'est l'idée de s'approprier l'IA avec ses besoins. C'est pas en fait de s'abonner à plein d'autres services pour chaque service répond à un besoin, mais là, en fait, ça vous permet d'être super autonome, de travailler avec des LLM différents. Donc ça, c'est quand même un peu le gros luxe. Non, parce que c'est vrai, un abonnement Dust Tact a tous les accès.
au LLM. Et en plus, tu peux travailler en collaboratif et partager des agents. Ce que je me dis, c'est que, ce qu'on se dit à plusieurs là dans les intervenants, c'est que en fait, on peut pas reculer. C'est-à-dire qu'on est un petit peu obligé d'aller vers ces schémas de pensée où on peut plus travailler à l'ancienne. Donc là, en fait, tout ce qu'on essaie de faire, mais je pense Tristan aussi, et nous, à Laptop, c'est de créer des formations qui permettent d'entrelacer nos manières de travailler d'avant et de les faire progresser avec des agents qui nous permettent d'avoir plus d'espace mental. Donc c'est ça l'idée. C'est toujours important d'avoir vraiment cette vision critique, mais disons que c'est un outil pour moi qui me permet vraiment de faire la petite marche. Voilà, je vous présente un petit peu notre plateforme Circle là où vous pourrez avoir des ressources et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement. Vous avez plein de choses et puis après sur abonnement vous avez voilà, plein de petits replays de workshops et autour de Dust sur la UX Research. Et on continue à implémenter tout ça dans nos formations. Là, on voulait vous réunir, que vous nous disiez aussi, vos besoins. Parce que ce que vous aimez. En fait, qui est-ce qui découvre totalement Dust aujourd'hui? Yes, très bien. C'est bien. Qui est-ce qui a un usage hardcore? Genre Tristan. Genre 8 heures par jour. Voilà. Qui est-ce qui a un usage régulier? De temps en temps. Genre, vous avez combien de petits agents qui travaillent pour vous? 4? Bon, allez, ça va. C'est bien. Nous avons nos intervenants. Alors, nous avons plein d'intervenants que tu vas nous présenter, qui vont nous raconter un petit peu leur manière de faire. Peut-être comment vous avez commencé un petit peu. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, quelques cas pour que vous puissiez vous projeter et puis vous dire, OK, c'est cool. Je peux le faire. Donc, alors, on va pas parler que de Dust ce soir. C'est vraiment l'idée, c'est de parler d'IA, c'est pas de parler de Dust. Et donc, nos premières speakers, c'est Raja Kahoul et Alice Mouton, qui sont toutes les deux chez Malt. Alice est content designer. Elle a été la première content designer chez Lydia avant d'entrer chez Malt. Raja est product designer et elle a un background assez varié. J'ai vu product manager, user research. Donc, et elles vont toutes les deux nous parler de comment on peut introduire un peu de fluidité dans une équipe design avec l'IA. Donc oui, Raja, product designer chez Malt depuis un peu plus de 2 ans. Et Alice Mouton, content designer chez Malt aussi depuis un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on apprécie tous, je suppose, au quotidien, qui est la user journey. Et quoi de mieux de parler de notre propre user journey en tant que designer, et justement, comme disait Pauline, comment est-ce qu'elle est transformée par cette série d'agents IA qui viennent à la fois fluidifier les points de friction, mais aussi changer pas mal nos manières de travailler. Avant de commencer, parlons un petit peu de l'équipe Product Design chez Malt. Nous, c'est 10 squads, 8 Product Designers et 4 Design Ops, dont je fais partie. En Design Ops, nous avons une User Researcher, un Design System Manager, une Localization Manager et moi-même en Content Design. Et juste avant d'introduire réellement le sujet dont on va parler, très rapidement, une présentation de Malt, donc sur quel produit est-ce qu'on travaille. Malt, c'est une plateforme qui permet de gérer ses freelances de A à Z. Donc ça va vraiment aller du recrutement à la gestion du projet jusqu'à la facturation. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir aux entreprises une manière d'être sûr de choisir le bon talent, que tout se passe bien, qu'on est en accord avec les exigences légales et que derrière, il y a une connexion avec des outils RH ou des outils de facturation. Et notre user journey en tant que designer, elle ressemble à quoi? Alors, je pense que là, on se reconnaît un peu tous là-dedans. C'est très caricatural, très schématique. Mais l'idée, c'est que une discovery, ça va être une étape de user research, potentiellement accompagnée par un user researcher, suivi d'idéation. Passons ensuite à la solution, donc du wireframe, la microcopie, pour finir par un prototypage avec un accompagnement content designer. Et ce qui change aujourd'hui dans notre user journey, que cette partie humaine, elle est aussi un peu transformée. Donc on va commencer par la user research, où on va avoir une série d'agents qui vont chacun avoir une fonctionnalité différente, à la fois pour nous accélérer et aussi pour mieux nous coacher. Donc le tout premier, ça va déjà être du nettoyage. Donc l'idée, c'est que je pense qu'on a un peu tout ça, d'avoir une série de feedbacks qui vont avoir plusieurs sources différentes. Donc notamment via les teams qui sont client-facing, que ce soit CSM ou Sales. Et on a donc, depuis bien longtemps, un bot Slack qui permet de remonter les feedbacks progressivement. Le souci, c'est que tout le monde fait le même feedback sans lire les feedbacks d'avant, qu'à la fin, il faut tout retraiter. Et c'est là qu'on a un agent Dust qui va donc se connecter à ça
donc à l'outil qu'ils ont l'habitude d'utiliser déjà dans leur workflow habituel. Et l'idée, c'est de pouvoir, comme vous le voyez en surligné, similar existing feedback, l'idée, c'est de pouvoir directement associer les bons feedbacks. Donc bon, au moins, on a une database clean. La deuxième étape, ça va être, OK, comment moi, je vais utiliser cette database, mais aussi toutes les user research déjà faites à Malte auparavant, pour être sûr de ne pas faire la même chose que la même squad il y a 3 mois. Ouais, mais parce qu'on a oublié de se parler. Là, l'idée de l'agent, ça va vraiment être de pouvoir lui poser toutes les questions liées à un certain besoin utilisateur. Et finalement, ce qui va être important ici, c'est surtout la structure de la réponse. Donc là, vous avez un exemple. En ce moment, je travaille justement sur la partie légale, côté freelance. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est compliqué pour un freelance de comprendre quels documents légaux il doit donner pour prouver que son entreprise existe vraiment. La réponse de l'agent, elle est structurée en plusieurs parties. Je vous ai mis les 3 principales ici. Donc d'abord, évidemment, j'ai une liste des points principaux résumés. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est user behavior et preferences. Là, l'idée, ça va être de comprendre à quelle étape de la journée de mon user se situe un gain point, end pain point, etc. Et évidemment, des préférences de ce qu'il aimerait avoir. Et la 3e étape qui est assez clé dans la structure de la réponse, dans les instructions qu'on a mis dans l'agent, c'est vraiment cette idée de variation démographique. Donc en fait, selon les critères démographiques de mon user, quelles vont être ces variables de pain et de gain. Donc là, on a un exemple avec tout ce qui est régional, évidemment, pour le légal. D'un pays à l'autre, ça va changer. Ça peut aussi être des catégories de métiers qui ne sont pas les mêmes, des profils différents, et de toujours adapter selon la question les différentes variables qu'on pourrait avoir. Et évidemment, on a les sources. Donc ça veut aussi dire que je peux avoir directement la source vers le replay, le note-taking de l'interview qui a pu être menée avec mon user ou du ticket support. Et on continue. Bon, c'est bien beau d'avoir toujours la réponse dans les databases qu'on a déjà, mais parfois on tacle des nouveaux problèmes où on n'a pas assez d'infos. Et là, évidemment, il y a un nouveau research plan à mettre dans notre user research. Et habituellement, on est coaché par notre user researcher pour s'assurer, par exemple, si on va mener des entretiens, que notre guide d'interview est bien construit. Une user researcher qui s'appelle Caroline Caltagirone d'ailleurs, qui est aussi lead design ops. Et en fait, je parle plus trop à Caroline parce que du coup, je vais directement demander à interview guide reviewer. Donc je dis interview guide reviewer, voici mon guide d'entretien, qu'en penses-tu? Et il me dit c'est pas mal, parce que j'ai décidé que c'était pas mal pour cet exemple. C'est pas mal, les questions sont non biaisées, les questions sont ouvertes, la structure est logique, on a une logique d'entonnoir. Super, vas-y, continue. Ou sinon, il me corrige absolument tout. Et donc finalement, je me retrouve dans ma user journey avec une première étape qui est toute bleue. Je continue, idéation, wireframing. Là, on n'a pas rajouté des tapia parce qu'on n'en a pas qui soient réellement structurés en tant que tels à Malte, du moins de manière très processée. J'arrive à la microcopie, et là, qu'est-ce qui se passe, Alice? Eh bien, cette partie de coaching en content design, on l'a là aussi complémentée, non pas forcément remplacée, mais complémentée par un agent IA dédié à la création de contenu produit. Pourquoi compléter? Parce que cet agent, finalement, il va un peu intervenir en tant que partenaire du product designer pour faire de la co-création, du brainstorming, voire de la relecture de contenu déjà existant. Et l'avantage d'un agent IA par rapport à moi, c'est que cet agent IA, il est constamment disponible. Il est disponible en même temps par tous les designers et à n'importe quel moment. Une relation de coaching humain, il y a forcément des délais de priorisation, il y a l'éternel ping-pong sur les commentaires Figma et j'en passe et des meilleurs. Donc évidemment, ça peut entraîner un petit peu de friction. Là, tous les designers ont constamment accès à cet agent-là pour idéer ensemble. Évidemment, pour avoir du contenu de qualité, cet agent, faut pas qu'il crée un contenu générique. Donc, on l'a absolument nourri de nos guidelines internes. Quand je dis guidelines internes, je parle de notre style guide, de notre tone of voice, de notre glossaire, mais aussi plus récemment, parce que c'est un travail continu, de nos règles de rédaction pour un composant donné. Donc, comment on écrit pour un product tout court, comment on écrit pour un empty state, ou comment on fait un message d'erreur correct. On a aussi des exemples de la vie réelle, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'appelle exemple de la vie réelle? C'est des contenus qui sont live et qu'on a jugés suffisamment qualitatifs et performants auprès de nos users finaux pour les nourrir à Dust. Enfin, l'avantage pour notre relation, avec Raja et moi et avec les autres product designers, c'est que ce temps que l'on a gagné sur la review, sur la co-création, on peut le réinvestir ailleurs. On peut le réinvestir sur des tâches plus stratégiques, des tâches de fond, comme par exemple travailler la hiérarchie d'informations ensemble, faire du content mapping ou encore faire de la recherche terminologique. Donc je reprends ma journée de product designer. Ok, d'accord. Donc la copie, elle est à nouveau toute bleue avec les petites étoiles de l'IA. J'arrive au prototypage et là, pour le coup, j'ai plus grand chose à faire. Donc l'idée, c'est que je commence quand même par un Figma parce qu'on n'a pas intégré tout notre CSS dedans. Je donne ensuite une spécification des différents comportements attendus.
Et suivi ensuite toute une série d'ajustements. Et vous pouvez voir que c'est pas fini. Là, ça fait mal aux yeux, les longueurs sont pas les mêmes et tout, machin. Mais voilà, il y a eu une série de prompts par la suite pour en faire une interface qui soit clean et pixel perfect. Et c'est du gain de temps, parce que ce traumatisme n'existe plus. Je pense qu'on a tous peur de ces flèches. Le jour où on se dit « Ah, mais ça serait bien que dans l'étape du funnel, l'étape C remplace l'étape B ». On est quand même ravis de pouvoir le faire comme ça. Donc voilà, change the step, please. L'exemple précédent, c'était Lovable. Là, c'est Figma Make. On est un peu entre les deux outils en ce moment. Et ce qui est génial, c'est surtout Modify the Progress Indicator. Même pas besoin de changer mon stepper sur toutes les étapes. C'est génial. Le gain de temps, il est aussi incroyable sur cette étape-là. Translate the interface to German. Et là où c'est génial, c'est aussi Connect to the database of my user, anonymisé évidemment. Et l'idée, c'est que je peux directement mettre des informations réalistes dans ma maquette. Ce qui me permet, moi, déjà de faire un design qui fonctionne réellement pour mes utilisateurs, mais ce qui permet aussi pour chaque utilisateur, quand on arrive à l'étape de user test, de pouvoir réellement avoir un user test qui lui correspond. Donc si ce matin, je parle à un freelance qui est graphiste en Espagne, et que ce soir, je parle à un freelance qui est développeur aux Pays-Bas, les deux vont avoir une interface qui correspond réellement à leurs besoins. Et pour moi, ça me demande littéralement 30 secondes de travail et 2 minutes de temps d'attente de Lovable. Du coup, ce qui est vraiment top, c'est qu'on finit par vraiment bridger le gap entre attitudinal et comportemental très rapidement. On est au plus proche du comportement de notre user et on arrive à des résultats qui sont quand même plus pertinents. La troisième étape, qui est vraiment pas des moindres, c'est l'alignement. Donc, on sait que nos maquettes servent à aligner et en fait, avoir des protos, ça permet une projection tellement plus efficace, déjà avec les stakeholders. Et en fait, on se rend compte en envoyant un lien aux stakeholders qui se disent « Ah, mais trop cool, ça marche très bien !» Bon, le risque, c'est qu'ils ont l'impression que c'est en prod, pas encore. Et évidemment, là où c'est encore plus simple, c'est avec les développeurs. Le code existe déjà à moitié et on peut tout de suite se dire « Ok, qu'est-ce qu'on doit changer ou non pour que ce soit ready pour être en production ?» Je reprends donc ma journée et elle est toute bleue. Et ce que disait Pauline tout à l'heure, est-ce que vous avez peur ? Là, je regarde et je me dis « Bah, en fait, il reste quoi ?» Finalement, ça nous libère aussi du temps. En fait, ce gain de temps, on va l'investir dans d'autres expertises. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le voit à Malte. Donc, il y a 2 branches principales. Soit le côté design strategist. Je travaille sur ma continuous discovery. Je comprends beaucoup plus mes users. Et finalement, on est sur une valeur ajoutée du designer qui va être différente, potentiellement plus qualitative. En tout cas, c'est ce qu'on pense nous. Et l'autre branche va être du product building. Donc ça, c'est vraiment le gap entre du product design à réellement la feature en prod avec des fonctionnalités de vibe coding, etc. Et de se dire, ouais, ok, en fait, comme on peut réellement construire quelque chose qui soit quasi prêt pour pouvoir être mis en production. Mais les Ops Team, ils sont vraiment tout bleus, Alice. Effectivement, les Ops Team, on est devenus tout bleu, mais finalement, il se passe la même chose que pour les product designers. On a du temps qu'on a économisé sur des petites tâches, entre guillemets, comme de la relecture, etc., comme on a vu tout à l'heure. Mais en fait, pour moi, ce qui se passe, c'est un peu un glissement de compétences. Pourquoi ? Parce que l'expertise que je devais avant transmettre individuellement à chaque product designer, en fait, maintenant, je le fais via l'agent. Et bien, pourquoi aussi, ce qui se passe, c'est qu'on va être obligé de développer d'autres expertises maintenant. Parce que en back-office, il faut s'assurer que tous ces agents fonctionnent bien pour les product designers. Donc, il va falloir les créer, les maintenir et les améliorer en continu. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme on l'a dit, les agents, ils viennent fluidifier le parcours de nos product designers, mais pour maintenir et améliorer en continu nos agents, on s'inspire énormément des insights qu'ils nous donnent tirés de leur continuous discovery. Donc finalement, c'est un gros cercle vertueux, ce qui se passe ici, grâce aux agents. Mais pour comprendre un petit peu mieux tout ce mécanisme-là et un petit peu ce qui se passe en back-office, je vous propose d'aller voir ce qui se passe côté Ops, et plus particulièrement ce qui se passe côté du contenu et de l'agent de création de contenu produit. Alors, pour cet agent, on a rapidement remarqué qu'il avait un peu 2 objectifs. Le premier, vous l'aurez compris, c'est de créer du contenu de qualité qui est aligné avec nos guidelines internes et qui répond aux besoins des utilisateurs finaux. Là-dessus, on s'est tous compris. Mais nous, en interne, on a un deuxième objectif qui est, on a un content designer et 8 designers. Donc, petit décalage, on veut autonomiser les product designers sur l'expertise UX Writing Content Design pour qu'ils deviennent vraiment honneurs de leur contenu. Donc ce bot, il va servir à ça. Il va les challenger, il va itérer avec eux, il va leur apprendre des bonnes pratiques au fur et à mesure. Maintenant, comment on fait pour s'assurer que cet agent, il est qualitatif ? Et il est qualitatif sur la durée, parce qu'il est inscrit dans nos process dans la durée aussi.
Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est en tout cas pour cet agent-là, c'est de développer un système d'évaluation, tout simplement, qui est basé sur 2 paramètres. Le premier, ce qu'on a fait, la première étape, c'est de définir des critères d'évaluation des outputs. Donc, chaque output, on va la regarder et on va comparer avec ces critères d'évaluation et mettre un petit scoring, si vous voulez. On en a 4 aujourd'hui chez Malte, des critères d'évaluation. Le premier, ce sera correctness. Donc, est-ce que le contenu est aligné avec nos guidelines internes? Le deuxième, c'est helpfulness. Donc, on évalue ici, encore une fois, la façon dont le bot aussi interagit avec nos product designers. Est-ce qu'il les aide à s'autonomiser? Relevance, est-ce que les outputs répondent spécifiquement à la question précise du designer, dans le contexte précis qui est celui de Malte et de ses utilisateurs finaux? Et enfin, consistency, est-ce que les résultats, les outputs du bot vont être cohérents au fur et à mesure des itérations? Donc, dans une même conversation, on a l'habitude de dire « Eh, là, tu pourrais pas changer ça. Là, finalement, le ton, j'aimerais bien que… » Bon, on veut s'assurer que l'information reste la même, qu'elle reste cohérente et qu'on continue à suivre les guidelines de Malte. Une fois qu'on a ces critères d'évaluation, il est nécessaire d'identifier les différents use cases pour lesquels le bot peut être utilisé. En l'occurrence, on en a 3 chez nous. Review and Improvement, Creative Brainstorming et Tone of Voice Adjustment, on va dire. Et une fois qu'on a défini ces use cases, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 ou 3 prompts par use case, qui sont des prompts un peu type. Donc, ce qu'on va retrouver, on va dire assez régulièrement comme requête de la part des designers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie les instructions dans Dust, ou qu'on modifie la database, qu'on modifie aussi le LLM sur lequel on décide de s'appuyer, on va passer ces prompts-là dans Dust et on va analyser les outputs. Les outputs, on va les comparer à la version précédente et voir comment nos critères d'évaluation évoluent ou non. Donc on a des résultats un peu, très schématiquement parlant, de ce genre-là. Et ce qui est encore plus important, c'est pas juste d'avoir des scores, sinon ça sert à rien juste d'avoir des scores. C'est de les comparer à notre goal initial. Et comme je vous l'ai dit, notre goal initial, c'est de créer du contenu de qualité, mais aussi de participer à l'autonomisation des product designers. Du coup, nous, ce qu'on a fait au départ, c'est de mettre un vrai focus sur helpfulness et consistency. Donc, comment le bot va éduquer les product designers, si j'ose dire. Mais il ne faut pas oublier qu'un agent, c'est un produit comme un autre. Donc, votre agent, il va aussi devoir s'adapter à son environnement et aux besoins de son utilisateur. Okay, et c'est exactement finalement ce qui s'est passé chez Malte, puisqu'on a noté une tendance cette année à l'amélioration finalement. On a réussi. Les designers sont autonomes sur l'UX Writing, ils sont grandement montés en compétences, et en leur parlant, en regardant un petit peu la façon dont ils interagissent avec l'agent, on s'est rendu compte que finalement, ils veulent des réponses peut-être un peu plus rapides, moins verbeuses, moins du « j'ai choisi ceci parce que cela ». Ils veulent straight to the point, une réponse qu'ils peuvent quasiment copier-coller directement dans leur Figma. Alors nous aussi, on a changé notre fusil d'épaule, on a changé les instructions, on a changé un peu les data sources, on a repassé les prompts et on a analysé les outputs et on s'est focalisé sur correctness et relevance. Pourquoi c'est intéressant? Parce que avoir un système d'évaluation finalement qui vous correspond, qui correspond à vos agents et à vos utilisateurs, vous permet d'avoir plus de flexibilité sur la durée. Évidemment, on a encore plein de projets pour cet agent et les autres. En ce qui concerne le contenu, mon prochain, on va dire, challenge, ça va être de le plugger à un autre agent qui existe déjà chez nous, qui est celui de Product Knowledge, qui compile, on va dire, toutes les données features, la connaissance produit de Malte. Et donc, j'aimerais bien réussir à plugger ces 2 agents-là pour réduire au maximum le risque d'hallucination dans la création de contenu. Et un autre challenge qu'on a, c'est sur toute la partie AI Proto Tools. Je vous le disais tout à l'heure, on est entre Lovable et Figma Make depuis que Figma Make est sorti. Donc, il y a un côté settle sur un tool côté product design, aussi côté tech. Aujourd'hui, tout le monde implémente un peu comme il peut, comme il veut plutôt. Et on n'a pas forcément le même process entre les différentes squads. Donc, à voir comment aller plus vite sur ça. Et pourquoi pas voir si on peut pas avoir un mécanisme sur un U10, pouvoir directement connecter aussi aux agents Dust et se dire que, en fait, Lovable ou Figma Make vont piocher la microcopie dans un agent qui me fait déjà une microcopie propre.
Donc on serait ravis de parler de tout ça autour d'une pizza. Un autre élément dont on serait ravis de parler autour d'une pizza, on recrute actuellement un senior product designer qui a déjà travaillé sur des features IA. Donc pareil, si vous voulez en parler autour d'un verre, dispo. Merci à tous. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et là, on parle d'une entreprise qui est déjà assez mature, qui a travaillé. Enfin, faut imaginer que pour arriver à ce stade-là, il y a beaucoup de travail. On a parlé un peu de l'équipe data, qui est en général assez importante pour créer des agents qui marchent bien. Et ceux qu'on appelle les champions, qui sont grosso modo les gens dans une entreprise qui ont une approche assez créative et proactive de l'IA, qui vont être ceux qui souvent vont initier ces usages-là, imaginer les premiers agents, comprendre comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA dans leur propre métier à eux. Et ça, c'est aussi un élément super important. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, je travaillais encore chez Alan. À l'époque, on avait, vous connaissez la mascotte d'Alan en 3D, où on était passé là-dessus et on cherchait des moyens de faire en sorte que chacun dans l'entreprise puisse l'utiliser. C'est pas facile pour un truc en 3D. Je sais pas si vous avez déjà utilisé un logiciel de 3D. Et à l'époque, on avait commencé à faire des trucs avec de la génération d'images. J'avais créé un post Medium qui avait eu du succès pour mon petit niveau sur le post Medium. Maintenant, 2 ans et demi après, je regarde ça et c'est la préhistoire. Et c'est la préhistoire grâce à pas mal d'outils qui commencent à sortir de plus en plus, qui permettent à certains d'imaginer des agents, des process de création IA, et à d'autres de les utiliser très facilement, sans la complexité. Un de ces outils, c'est Pléthore, et c'est Maxime qui va nous en parler. Bonsoir, donc comme l'a dit Edouard, je suis Maxime, je suis un des cofondateurs de Pléthore. On fait des agents pour les visuels marketing. Tirer le trait de ce que fait Dust entre des équipes marketing et design, et c'est à peu près ce qu'on fait. On est une boîte créée il y a 1 an, une équipe de 5, on a fait une première levée de fonds. On est une boîte early stage, donc je pense que c'est ça que j'ai envie de vous proposer ce soir, peut-être comme point de vue. Je pense que Dust est une belle startup en croissance dans le domaine de l'IA. Malte est une entreprise installée qui adopte de l'IA, et nous, on est une boîte plus récente qui crée un produit AI first. Et on a même pivoté notre produit il y a tout juste 1 mois, donc ce que je vais vous raconter, n'en tenez pas compte. Moi, avant, j'étais chez Alma, qui est une scale-up de paiement. Et pour ceux qui sont mon designer mobile, vous avez peut-être déjà utilisé un de mes produits, qui est une librairie d'inspiration, un peu comme Mobine. Je vous fais le pitch très rapide de ce qu'on construit. Et comme ça, après, j'arrête de faire ma pub et je vous raconte les trucs, je pense, qui sont intéressants. On crée des agents design dédiés aux cas d'usage marketing. Concrètement, ça veut dire nous-mêmes construire des agents qui vont créer des visuels statiques ou animés pour des cas d'usage marketing. Je vous montre un exemple qui est assez classique pour une boîte d'e-commerce ou qui vend un produit. Elle veut le mettre en contexte pour tout simplement pouvoir le vendre sur son site internet ou sur une campagne. Le moyen de faire ça historique, c'est de faire des shoots, photos, ça coûte des centaines d'euros, et aujourd'hui, des modèles d'images deviennent arriver à une maturité qui permettent de le faire en quelques secondes. La particularité de notre produit, c'est que derrière, chacun peut aller personnaliser ses agents à sa propre marque. Il y a beaucoup de parallèles avec ce que vous avez dit sur Malte. C'est un des facteurs clés de réussite quand on travaille avec de l'IA, c'est la prise de contexte. Donc nous, c'est quelque chose qu'on intègre nativement dans notre produit, avec un constructeur d'agents, aujourd'hui un petit peu complexe, mais qui a la particularité de se destiner à la création de visuels et à l'intégration de ce contexte de marque. Ça peut devenir très puissant si on veut vraiment pousser le trait. Je vous ai mis un truc un peu vénère, mais voilà, c'est plus pour exprimer mon point. Et la vision qu'on a derrière, c'est que les métiers vont radicalement changer, à la fois dans le design et le marketing. Vous en avez très bien parlé, je pense. Il y a déjà des métiers qui sont en train de devenir les architectes de leur propre remplacement ou optimisation, en quelque sorte. Nous aussi, on partage cette vision-là. Et typiquement, l'évolution naturelle de notre produit, c'est d'avoir des agents qui travaillent à votre place, et où vous, derrière, vous êtes en supervision, plutôt que simplement à prompter dans tous les sens, comme on le fait tous sur ChatGPT ou autre aujourd'hui. Voilà pour les éléments un peu de contexte sur ce qu'on fait et le produit qu'on construit. Maintenant, je pense, voilà, comme je vous disais, moi, ce que je trouve intéressant, surtout s'il y a des gens qui veulent monter des projets IA ou même travailler sur des features IA dans des boîtes, c'est 2-3 éléments qui, dans la dernière année et demie, moi, reviennent systématiquement dans la manière dont je réfléchis aux produits qu'on construit. Le premier, c'est qu'est-ce qui va pas, en fait? Est-ce que c'est les modèles ou est-ce que c'est mon produit? On a beaucoup parlé d'LLM. On a la chance aujourd'hui d'avoir des modèles en LLM qui deviennent extrêmement matures, ce qui fait que énormément de tâches sont permises par ces modèles-là.
Mais dès que vous faites des choses plus complexes, je prends un exemple, nous on fait du visuel, on produit des ads, on produit des vidéos pour des réseaux sociaux. On est sur un niveau de maturité qui est grosso modo entre 1 et 2 ans en arrière par rapport au modèle de langage. Ce qui fait que dès qu'on construit un produit, et je pense que Tristan parlera peut-être après de comment l'IA change la manière dont on fait du produit. Historiquement, on prend des retours, etc., on analyse tout ça, etc. Mais vu qu'on crée des outcomes avec des produits IA, c'est très difficile parfois de savoir si on est dans le faux à cause des modèles qui ne sont pas assez matures ou qui n'arrivent pas encore à produire le résultat escompté, ou est-ce qu'on est dans le faux par rapport au produit qu'on est en train de construire? Est-ce que la thèse, les primitifs du produit qu'on construit sont juste complètement à côté de la blague? Moi, j'ai déjà passé, je pense, au moins 1 mois à travailler complètement dans le vide, ce qui est un drame quand on est dans une startup early stage, juste à essayer de bricoler et de faire fonctionner des modèles pour faire une tâche aussi simple que ça. Ça, c'était l'été dernier, j'ai passé 1 mois à essayer de faire marcher ça. Et il y a un modèle qui est sorti il y a 1 mois qui fait ça très bien maintenant. Donc, c'est un peu, si je dois peut-être donner un conseil pratique sur ce genre de choses, mon learning, c'est peut-être si vous travaillez sur des sujets complexes d'IA qui sont multimodaux, avec du texte, de l'image, de la voix, éventuellement d'autres choses, généralement, c'est pas trop dur de se faire une intuition quand même sur ce qui marche. En une après-midi ou une journée, généralement, vous savez déjà si vous allez tomber complètement à côté de la plaque, si ça va pas fonctionner, ou si vous avez des chances de faire marcher votre cas d'usage. Et après, il y a quand même de l'exploration. On en parlait juste avant avec Edouard, il y a quand même du temps à passer pour faire fonctionner ce cas d'usage. Je pense que vous avez éprouvé ça aussi chez Malte. Mais généralement, en une journée, si vous sentez que vous êtes à côté de la plaque, c'est que faut peut-être attendre un peu ou demander du conseil à des gens qui savent davantage le faire. Le deuxième point, moi, qui m'étonne beaucoup et qui est assez challengeant quand on construit un produit AI first, c'est à quel point on peut compter sur les utilisateurs pour rendre le produit opérationnel. Quand on fait du SaaS classique ou une app mobile, c'est un non-sujet. On se dit qu'il faut quasiment le moins de friction possible, même si il y a des débats sur est-ce qu'il faut un peu de friction, moins de friction, etc. Mais le problème, c'est que quand on fait de l'IA, il y a le sujet de la prise de contexte qui est clé pour que ça fonctionne. C'est pour ça que dans des boîtes installées, il y a des gens qui s'occupent de le faire pour d'autres équipes. Et en fait, nous, en tant que boîte early stage, c'est extrêmement dur de savoir où positionner le curseur parce que plus les modèles sont bons, plus les gens sont feignants et moins ils veulent prendre le temps de mettre en place quelques heures pour qu'un produit puisse potentiellement fonctionner. Et en plus, il y a tellement de bruit, c'est-à-dire il y a tellement de solutions qui sortent dans tous les sens que vous pouvez saisir l'attention des gens qu'en faisant des sortes de méga lancements 3, 4 ou 5 fois par an. L'itération un peu classique produit, de se dire je ship toutes les semaines des petites itérations de mon produit, apporte de la valeur aux utilisateurs existants, mais quand vous avez besoin de recueillir un gros push de feedback, comme c'est le cas quand on n'a pas encore trouvé ce qu'on appelle son market fit, c'est assez challenging. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, je pense que c'est deux pans du sujet qui, si vous êtes amené à construire ou si vous faites déjà des features IA ou surtout des produits IA, sont assez intéressants et ravi d'en discuter avec vous après autour d'une bière. Nous, ça a été un game changer sur la manière de construire notre produit, puisqu'en tant que petite équipe, on n'a pas forcément la capacité d'onboarder directement un designer dans les premiers employés. On travaille avec quelqu'un en part-time, mais grosso modo, Lovable, je ne sais pas qui n'a pas utilisé Lovable dans la salle. Qui a utilisé Lovable? Donc ça a été, ah, ok. Donc en gros, c'est 50-50. Lovable, c'est le produit qui nous a permis de faire un pivot en gros en 2 semaines. Là où je pense il y a 1 an, si on avait voulu changer d'approche, on serait rentré un peu dans le parcours classique, d'aller quand même se faire des mock-ups, etc. Parce que c'est très bien de faire des schémas et des wireframes, mais c'est quand même difficile de valider ça avec des gens qui ne vous connaissent pas. Et donc, pour ceux qui je pense, n'ont pas encore testé, c'est un produit que je vous recommande parce que moi, je l'adore. Je pense que c'est un potentiel de changer radicalement en fait votre workflow. Et nous, ce qu'on observe même, c'est qu'aujourd'hui, quand on ship une nouvelle feature, on vient faire les maquettes après. En gros, on ship la première version sur un prototype Lovable, sur la base d'un prototype Lovable, et on vient faire l'itération UX et surtout UI dans un deuxième temps, une fois qu'on a plus d'éléments, qu'on a récupéré des gens qui ont pu utiliser le produit.
Voilà, je m'arrête là. Ravi d'en parler un peu plus avec vous juste après. Testez notre produit et vous pouvez m'envoyer des mails avec tout ce qui va pas. Ça m'arrange. Et on recrute aussi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à discuter avec moi juste après. Voilà, merci à vous. Tu cites Lovable par rapport à Lovable en tant que tel, ou ça peut le faire aussi avec des Bolt, Cursor ou autre. Enfin, c'est la même chose. Moi, je peux te donner un retour en tant que personne non technique, mais qui a fait du produit et qui est autodidacte en design. Et Cursor, je trouve ça extrêmement difficile d'avoir du contrôle quand tu ne sais pas gérer le déploiement d'un localhost, d'une base de données, etc. Enfin, c'est un produit qui est fait pour les devs. Donc, si tu as un background technique, je trouve que c'est potentiellement plus puissant que Lovable. Mais pour un profil comme le mien, c'est le produit qui dépasse tous les autres, et pour aussi avoir testé Bolt, V0. Alors, il y en a beaucoup maintenant, mais je trouve qu'en termes à la fois d'expérience et de qualité du cas d'usage, c'est pas évident, mais ils se sont concentrés sur le cas d'usage du prototyping au départ. Je trouve qu'ils sont un cran au-dessus de ce qui existe. Ouais. Notre prochain speaker, il y a quelques années, j'étais chez Alan, on allait passer de quelques designers à quelques dizaines de designers et je savais pas trop comment gérer ça. Et à l'époque, j'avais cherché à parler à des gens qui avaient cette expérience-là. Et j'avais contacté Tristan, et qui avait déjeuné avec moi, et ça a été très agréable. Et bon, C'est fort agréable. ça avait marché à peu près après, donc je peux le remercier. Et Tristan, qui a été VP Design chez Malt, chez Blablacar, qui a travaillé des années chez PayPal, qui a cofondé Discovery Discipline et la méthode Focused, et qui va nous parler, je sais pas de quoi tu vas nous parler. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Je vais vous faire une petite intro, vous parler de ce qu'on fait chez AI Discipline, et après on va essayer de faire une démo de comment on peut monter un agent Dust en 10 minutes, peut-être même moins que ça. Je suis rassuré parce qu'il y a Edouard, il y a Kevin, il y a Alex, donc si ça marche pas, ils viendront donner un coup de main. Normalement ça va marcher. Donc moi je m'appelle Tristan. J'ai été designer pendant pas mal d'années, depuis 2005. Je vais dire souvent « on » quand je parle parce que je bossais beaucoup avec Rémi Guyot. Je bosse beaucoup avec Rémi Guyot, qui est mon compère, mon ami depuis toutes ces années. Donc là, ça commence à faire un petit moment. On est passé par pas mal d'organisations, PayPal, Blablacar, Intuit, Malt. Et donc, on a fait ce travail-là de collaboration produit design essentiellement. Rémi, il est passé du côté, j'allais dire obscur, non, pas obscur. Du côté du product management, il est devenu CPO. Moi, je suis resté côté design, et on a beaucoup bossé ensemble sur comment est-ce qu'on collabore bien entre le design et le produit. En 2022, on a écrit ce livre qui s'appelle Discovery Discipline, qui était un peu la méthode qu'on utilisait pour travailler ensemble, pour faire travailler ces équipes cross-fonctionnelles, pour faire de la product discovery, essentiellement. Donc, c'est devenu notre travail à plein temps depuis 2022, à peu près. Et en 2024, la claque. Moi, j'étais pas encore parti. Je tournais encore avec Malt à cette époque-là, avec Raja et Alice, et je crois qu'on a pris la claque ensemble. La claque, c'était Dust implémenté chez Malt, plus des écoutes frénétiques de podcasts, de où va nous amener l'IA, etc. Et honnêtement, moi, j'ai vraiment pris une claque. La claque que j'ai prise, je crois, c'était de vraiment réaliser que c'était pas une option. Enfin, c'était surtout ça, en fait. C'était de me dire, en fait, maintenant, il va falloir s'y mettre. Ça va changer plein de choses. Je sais pas si on va aller dans le mur tous ensemble. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que si on s'y met tous, moi, je suis plus confiant de me dire qu'on s'y met tous, qu'on sait tous l'utiliser pour en faire quelque chose de bien. Et donc, si bien qu'on a décidé en 2024 de continuer évidemment Discovery Discipline, mais aussi de lancer AI Discipline. AI Discipline, on s'est fixé une mission, c'est d'aider les équipes produits à intégrer l'IA dans leur quotidien de travail. Voilà, c'est assez simple. Et c'est issu de cette claque un peu de réaliser qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, on a envie d'emmener le plus de monde possible à utiliser l'IA. Ensuite, pour en faire ce que chacun voudra en faire, de l'IA pour faire du produit, de l'IA pour faire des
des analyses pour contrer l'IA, si on veut, de l'IA pour travailler sur les impacts écologiques, de l'IA sur tout ce qu'on veut en fait, mais je crois qu'on ne pourra pas avancer sans utiliser cet outil. Et ensuite, on décidera de ce qu'on fait avec. Donc, on a lancé cette perspective et puis on a commencé à travailler sur l'accompagnement au changement. Et on se rend compte que c'est difficile en fait et qu'on a tous, au fond de nous, des bloqueurs, des petits doutes, des choses qui nous empêchent d'avancer. On a tous un peu de Caliste, la perfectionniste, qui se dit oui, l'IA c'est bien, mais en fait c'est pas parfait. À chaque fois que je le fais, bah ouais, tu vois, ce qui sort, ok, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Et donc tant que c'est pas parfait, bah c'est pas terrible parce que normalement un produit quand je l'utilise c'est parfait. Et donc là c'est pas parfait. On a tous, je pense qu'ici il y a beaucoup de Baptiste le puriste. Je sais pas qui c'est, mais on a tous un peu de Baptiste le puriste qui se dit oui, mais l'IA c'est toujours un peu toujours un peu pareil, c'est pas créatif. Ça vient pas de moi, il faut que ça vienne de moi, sinon on est en train de tuer toute cette dynamique. Et je prends pas ça avec ironie. Je trouvais ça rigolo de faire des cartes pour les plus anciens qui vont reconnaître l'esprit des Kratos. Mais je trouvais ça amusant, mais en fait on l'est tous un petit peu. En tout cas, moi y compris très largement, de temps en temps, je suis perturbé par l'idée que l'IA fait des choses à ma place et que peut-être qu'elle aplatit ma créativité, peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai tendance à la suivre bêtement et puis que j'aurais eu d'autres idées si c'était pas elle qui m'avait suggéré la première. Lionel le rebelle, c'est aussi cette idée que faire comme tout le monde, on entend beaucoup, ouais, c'est un buzz, on parle que de ça, j'en ai marre, moi j'en ai pas besoin, moi je suis pas le flow. On a un peu de rebelle aussi. Armand le différent, c'est celui qui se dit en fait, l'IA, c'est bien pour beaucoup, mais pour moi, par contre, ça marche pas. Non, pour les autres, oui, mais moi, en fait, dans ma boîte et dans mon job, mon contexte, etc., c'est pas pareil, j'ai essayé, ça marche pas pour moi. Timothée, le complexé, il croit qu'il faut être un expert en JavaScript et qu'il faut maîtriser des frameworks techniques pour être capable d'utiliser l'IA. Dorothée, la surpilotée, elle a 17 outils, 25 licences. Elle teste des trucs, Dorothée, elle a raison. Mais elle est un peu bloquée par le nombre de licences et par le nombre d'outils finalement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais dans tout ça? Donc, et puis Bertrand le méfiant, on a tous, je crois, du Bertrand le méfiant. C'est que finalement, est-ce que cette IA, elle n'est pas là pour remplacer notre travail? Est-ce que finalement, avec toutes les bonnes choses qu'on dit, oui, ça nous empower, peut-être. N'empêche qu'on aurait embauché 2 personnes de plus. Et puis là, c'est moi qui suis empowered à faire le boulot des 2 qu'on aurait embauchés. Donc, je crois que dans tous ces profils-là, il y a de la vérité, honnêtement, et je prends aucun de ces profils avec condescendance parce que je comprends complètement tout ça. Et je crois que tout le monde a un petit peu raison. Ce que je crois malgré tout, c'est que quand bien même tout ça, c'est vrai, on peut travailler dessus, on peut l'adresser, mais je crois qu'on ne pourra pas le faire sans l'IA. Donc, je crois que la seule option qui n'est pas possible, c'est je ne regarde pas et je continue à bosser sans. Et j'ai toutes ces frustrations qui vont se développer, mais honnêtement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec ça parce que je crois qu'on a changé de sport, en fait. Voilà. C'est la métaphore qui, moi, me parle le plus. C'est qu'on est passé de la course à pied à la course automobile dans nos métiers et que c'est plus le même sport et que s'il y en a qui ont envie de continuer à courir, grand bien leur fasse. C'est bon pour la santé, mais par contre, vous allez être très vite tout petit dans le rétroviseur. Voilà, parce que les autres sont en train de monter dans des voitures. Et donc, on change de sport. Voilà. Il faut faire avec. Et je crois que cette métaphore, moi, elle me parle parce que je me suis rendu compte que bosser avec l'IA, c'est épuisant. À un moment donné, je pensais que, étant un feignant compulsif, je pensais qu'elle allait faire le boulot pour moi et que donc, le reste du temps, j'allais pouvoir faire autre chose. Voilà. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand on l'utilise beaucoup, Pauline, tu disais plusieurs heures par jour. C'est vrai, moi, ça m'arrive de passer 8 heures par jour à prompter. Pas à prompter sur un seul prompt, juste à travailler en ping-pong avec l'IA. Parfois, il y a des KPI d'implémentation où on voit, ah bah ça y est, dans les équipes, maintenant, on a au moins un ping d'une IA par semaine par personne. Ouais, c'est mieux que 0, hein. Bon. Mais je crois que là où on va aller, c'est pas un ping par semaine, c'est 3 heures par jour. Parce que c'est un vrai outil de travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est crevant de bosser avec l'IA parce que toutes les parties un peu faciles, elle les fait à toute vitesse. Et donc, il ne me reste plus que les tâches d'arbitrage, en fait. Vous prenez ce que l'IA vous redonne, et puis il faut le lire et se dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de prendre, qu'est-ce que j'ai envie de jeter, comment j'ai envie de rebondir dessus pour aller plus loin. Et donc, ça rend l'activité extrêmement fatigante parce que c'est que des activités à
forte intensité intellectuelle, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Les seules phases de pause, c'est quand j'appuie sur entrée et que ça processe. Et là, je sais pas vous, mais moi, j'ai tendance à prendre mon téléphone et à rafraîchir un réseau social pendant ce temps-là. Et ça m'aide pas à avoir des journées saines. Mais c'est juste pas le bon temps. On a le temps de rien faire, si ce n'est regarder une bêtise et regarder le résultat. Donc, bon, ça, c'est un vrai sujet. L'autre jour, dans une formation, quelqu'un me disait il va y avoir des burn-out à cause de l'IA. Et très franchement, je crois que c'est intéressant. Enfin, ça me surprendrait pas. Parce que ça rend vraiment les journées intensives. On va plus vite. Et donc, si on revient à la métaphore de la voiture, je pense, je suis ni coureur à pied ni conducteur de Formule 1. Donc, peut-être je dis une bêtise, mais instinctivement, je crois que conduire une Formule 1, c'est intellectuellement épuisant parce qu'il faut prendre des décisions extrêmement rapidement. Tout va à 200 km/h. Et donc, il faut être extrêmement présent intellectuellement, en plus de physiquement dans le sport. Et probablement que la course à pied, un petit peu moins. Physique, c'est dur, mais probablement qu'on est moins dans le réflexe instantané de l'ajustement. Donc, je crois que cette métaphore, elle marche bien et elle aide, je crois, à comprendre que on n'a pas le choix là. Si notre sport à nous, maintenant, c'est la course automobile, on peut pas courir. Hein. Ça marchera pas. Pour avoir la chance d'avoir une activité un peu transverse, moi, mon travail, c'est d'aider les équipes à se mettre à l'IA. Donc, je vois plein d'organisations différentes, plein de gens différents. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que j'ai pas vu de grosses différences entre les boîtes. Je me suis pas dit, mais cette boîte-là, le niveau des équipes produits à l'IA, ils sont stratosphériques, et l'autre, pas du tout. Peut-être ça viendra, mais aujourd'hui, c'est pas une évidence encore ça. L'évidence qui me vient, c'est surtout la différence entre les gens, en fait. Dans une même équipe, il y a ce que Dust appelle depuis longtemps des champions, et j'adore, j'adhère beaucoup, je vois ça, en plus du terme, c'est que je le vois, il y a des champions. Il y a des gens qui ont décidé de s'y mettre, en fait. Et il y a un truc qui m'enthousiasme un peu humainement, c'est que j'ai l'impression que les champions, c'est très difficile de les identifier à l'avance. Et ça, Stan, le fondateur de Dust, il l'avait dit dans un podcast il y a bien longtemps, chez Génération Do It Yourself. Il disait qu'on avait du mal à prévoir le profil des champions. Et je crois que c'est très vrai. Et j'aime beaucoup cette idée, ça redistribue un peu les cartes. Voilà. Moi, en tant que designer, ma frustration de ne pas pouvoir coder, de ne pas pouvoir faire en sorte que ça marche, elle a été permanente. Ben ça, typiquement, ça peut sauter. Et donc, typiquement, un designer qui était frustré de ne pas savoir développer, il peut émerger complètement parce qu'il s'est mis à Lovable, par exemple, et il est capable de faire des trucs incroyables, mais sous plein d'angles différents, dans le contenu, dans la research, dans tout un tas de domaines, on peut prendre l'accélérateur, se mettre à monter dans la voiture dans cette époque-là où il y a encore beaucoup de gens qui courent à pied. Dans une formation, il y a une participante qui me dit c'est le retour des littéraires. Elle is back. Et je crois que c'était bien vu. En tout cas, elle, la façon dont elle regardait, c'est j'ai grandi dans un monde de geek ingénieur où il fallait être tech. Moi, je suis littéraire. Je m'en suis sorti, mais bon, j'avais toujours un petit temps de retard. Et là, maintenant, en fait, comme j'ai compris comment expliquer les choses, comme en fait la capacité à expliquer, elle devient un vrai avantage, et ben tout d'un coup, elle, avec sa structure mentale, elle s'est mise à monter des agents. Et parce qu'en fait, dans le fond, monter des agents, et en particulier avec Dust, honnêtement, Pauline disait qu'on ne vend pas d'outils, mais il y a des moments où c'est des évidences. Moi, je suis un fan absolu de ce produit et on n'a pas besoin d'être un développeur pour le faire. Moi, je crois qu'il m'a enlevé un complexe de 20 ans. C'est que, en fait, on est passé dans le monde où vous connaissez le make or buy. Hein, c'est toujours cette espèce de décision. On se dit alors, est-ce que je fabrique moi-même ou est-ce que j'achète ? Moi, j'achète plus. Moi, je make avec Dust. On peut faire énormément de choses. Il reste quelques produits qu'on doit acheter, mais honnêtement, vous pouvez fabriquer vos propres produits juste en expliquant comment ça doit marcher. Voilà. Donc, si je peux partager avec vous, parce que je le fais vraiment avec le cœur, j'ai vraiment envie qu'on s'y mette tous et qu'on en fasse ce qu'on a envie d'en faire derrière, geeker l'IA. J'aime bien cette expression geeker l'IA. Moi, je crois qu'un geek, c'est quelqu'un qui aime passer du temps sur des trucs qui, des fois, servent à rien. Moi, j'avoue que j'étais un geek à monter mon ordinateur pendant longtemps. Et en fait, quand il marchait, c'était pas très marrant parce que j'avais rien à faire avec. Donc, j'étais content qu'il ne marche pas. Mais je vous dis ça parce que à l'échelle d'entreprise, c'est un autre sujet. À l'échelle, si on était en train d'avoir une discussion avec des équipes data ou déploiement d'IA, on n'aurait peut-être pas la même discussion. Mais à l'échelle individuelle, moi, je crois qu'il faut essayer plein de choses.
c'est tellement facile de monter un agent 3, 5, 25 que ça vaut pas le coup de passer 3 jours à vous questionner est-ce qu'il faut que j'essaie de faire un agent qui pourrait faire ça. Essayez, tentez. Si vous arrivez à trouver un plaisir là-dedans, dans cette mécanique de se dire allez, j'essaye, j'explique, on voit ce que ça donne, bah non seulement vous allez de temps en temps toucher juste et avoir un vrai accélérateur, mais en plus, même les choses qui ne marchent pas, vous apprenez et vous allez de plus en plus vite. Donc, si je peux vous donner un conseil, prenez une licence ou un produit même sans licence et tentez, bricolez, essayez plein de choses. Surtout, ne vous arrêtez pas en disant il faut que ce soit nickel, il faut que j'ai tout compris avant de m'y mettre. Il faut tenter des choses. Voilà. On passe au cas pratique. Allez, je vais tenter plein de trucs en même temps, donc on va voir si ça marche. Mais moi, mon idée, là, c'était de vous montrer à quel point ça peut être facile de monter un agent sur un use case. Qui est ce qu'il est? On peut en discuter, vous verrez le résultat, ça vous plaît pas. C'est pas tant important le use case que le processus par lequel on va passer. Et je vais vous montrer un processus que j'ai bricolé moi-même. J'ai pas été en formation pour faire ça, j'ai juste bricolé moi-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un agent. Et pour expliquer à l'agent ce qu'il doit faire, on va utiliser ChatGPT pour qu'il fasse le boulot à notre place. Donc, c'est l'approche construire Dust en mode fainéantise maximum. Voilà, on essaye. Donc, l'idée, c'était, on va essayer de faire un assistant capable d'utiliser des transcripts d'interviews utilisateurs, d'accord, et m'inspirer des perspectives, me donner des idées. Pour ça, la seule chose que j'ai fait en préparation de matériel, c'est que j'ai créé une base documentaire. Donc, c'est ce que vous auriez dans vos organisations. En gros, dans ma base documentaire, il y a des brand guidelines, il y a la roadmap pour l'année prochaine, il y a des feedbacks du service client. Il y a tout un tas d'informations sur mon entreprise. D'accord? Ça, probablement que vous avez à disposition plein de choses comme ça. J'ai fait ça d'un côté et de l'autre côté, j'ai fait des transcripts d'interviews utilisateurs. Voilà. Et ça aussi, a priori, vous pouvez en avoir assez facilement. On leur parle, on enregistre, on met ça dans un outil de transcript et puis on a un texte. D'accord? Ça va pour ça. Ensuite, on va utiliser ChatGPT pour le prompt et Dust pour faire un assistant. Allez, on essaye. Donc, pour que vous voyez la base documentaire, en fait, j'ai inventé une entreprise qui s'appellerait Artisena, qui serait une marketplace pour des artisans dans le monde, et on permet aux artisans de vendre le produit dans le monde entier. D'accord? Donc ça, vous voyez, il y a des brand guidelines, il y a du contexte de l'entreprise, ça ressemble à ça. Ça décrit, c'est une marketplace digitale, la valorisation, vente d'artisanat local. On ne va pas regarder tout, mais imaginez que ça, c'est un peu tous les documents qui définissent Artisena, comme vous pourriez l'avoir dans vos boîtes. Et on va essayer avec ChatGPT en mode vocal en plus. Allez, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. J'espère que tu voilà. m'entends aussi. Eh bien, je t'entends aussi. Tout le monde t'entend. On est tous là. Alors, instruction, c'est parti. Bonjour, d'abord. J'aimerais créer un assistant capable d'analyser des transcriptions d'interviews utilisateurs en s'appuyant sur une base de connaissances de mon entreprise qui s'appelle Artisena. Et je vais utiliser la plateforme Dust pour ça. Est-ce que tu peux m'aider à définir les grandes lignes des instructions, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je peux t'aider avec ça. On va déjà imaginer que l'assistant devra analyser les transcriptions en identifiant les insights pertinents, peut-être les relier à des personas clients et proposer des pistes d'amélioration. On peut aussi Super. définir un ton collaboratif et suggestif. Et puis, on va structurer ça par étapes, comme consulter les personas, la roadmap, etc. Si ça te va, on peut creuser un peu plus chaque fois. Eh bien, c'est pas mal. Alors, dans la base de connaissances que je vais te donner, il y a des personas clients, il y a une roadmap produit, il y a des benchmarks de la concurrence, il y a des guidelines du tone of voice et d'autres documents internes. Donc, l'assistant, il devra utiliser ces ressources pour enrichir mon analyse, s'il te plaît. Ça marche, tu as une super base de connaissances bien complète. On va indiquer à l'assistant de toujours commencer par consulter les personas pour mieux comprendre le profil des utilisateurs, puis de se référer à la roadmap pour voir comment les insights peuvent s'aligner avec les fonctionnalités à venir. Il pourra aussi comparer avec les benchmarks de la concurrence pour donner un peu de contexte et respecter les guidelines du tone of voice pour que l'analyse soit bien cohérente. Donc, on va organiser tout ça dans les instructions de manière claire et logique. Parfait, j'aime bien.
je veux quand même que l'assistant il me propose des suggestions, pas des affirmations, en donnant des pistes d'amélioration ou des idées inspirantes, sans être trop catégorique. C'est mon assistant, c'est pas mon patron. D'accord. On va vraiment insister sur un ton collaboratif et suggestif, en mode il serait intéressant de considérer ou nous pourrions envisager telle piste. Comme ça reste des propositions et pas des directives. On va faire en sorte que l'assistant se positionne vraiment comme un partenaire et pas comme quelqu'un qui impose ses conclusions. C'est parfait. On garde ça en tête pour les instructions finales. Eh ben parfait. Eh ben maintenant, tu me donnes l'ensemble des instructions que je vais fournir à mon assistant Dust. Et tu me donnes bien un format que je peux copier-coller directement. Bien sûr, je vais te préparer ça dans un format clair que tu pourras copier-coller directement dans Dust. Voilà ce que je te propose. Instructions pour l'assistant d'analyse d'interview utilisateur. 1. Rôle et approche. Adopte un ton collaboratif et suggestif en utilisant des formulations comme « il serait intéressant de considérer » ou « nous pourrions envisager ». Propose des pistes d'amélioration et des idées inspirantes sans être trop catégorique. Source à consulter, persona client pour enrichir les profils utilisateurs. Roadmap produit pour aligner les insights avec les fonctionnalités à venir. Benchmark de la concurrence pour contextualiser les attentes des utilisateurs et guidelines du tone of voice pour analyser le langage utilisateur de manière cohérente. Enfin, objectif de l'analyse, identifier les insights pertinents dans les transcriptions, relier ces insights au persona et à la roadmap et proposer des pistes d'amélioration inspirantes. Voilà, tu peux copier-coller ce texte directement dans ton assistant Dust. Voilà. C'était pas très fatigant, hein. Il a fait tout le boulot. Donc, on va copier. Et puis, on va aller dans mon assistant Dust. Alors, mon assistant Dust, il est là. Je me suis connecté. Voilà, Tristan. Il sait que j'aime les tacos. Alors, c'est parti. Je fais un nouvel assistant. Ce qu'il va me demander en premier, c'est mes instructions. Hop là. Voilà. Hop, j'enlève le petit bruit là. Ensuite, je pourrais choisir les modèles, je pourrais choisir les niveaux de créativité, je pourrais faire plein de choses, mais disons qu'on fait ça rapidement, tout droit. D'accord? Je laisse tout par défaut, comme les équipes de Dust. Ils ont bien pensé ça pour moi. La seule chose que je dois lui dire, c'est, voilà, vous avez vu, j'étais dans Instructions. Maintenant, je vais dans les outils et les knowledge. Knowledge, c'est important. C'est là où je vais lui dire où est-ce qu'il y a les documents de tone of voice et toutes ces choses-là, d'accord? Donc, ce que j'ai fait pour préparer, c'est que je l'ai déjà mis dans un dossier. Mais en gros, là, je suis juste en train d'aller chercher le dossier dans lequel je les ai mis. Je navigue, je fais rien de extraordinaire. Voilà, base de documentaire, elle est là, les brand guidelines, tout ça. Hop là. Donc, c'est la base Artisanat. Voilà, ça va l'aider pour faire ses comparaisons. Et puis ensuite, il faut lui trouver un petit nom. On va l'appeler laptop. Pardon, tac, démo, si ça vous va. Et elle est pas mal. Voilà. J'ai créé un agent IA. On essaye? Allez. Alors, là-dedans, j'ai les transcriptions. J'en ai mis 3. Vous voyez à quoi ça ressemble. Aïcha, la artisane textile du Maroc. Discussion avec elle. Qu'est-ce qui est bien? Comment tu travailles? Parlez plus en détail de vos expériences sur la plateforme. Enfin, c'est un... Pardon? Il est propre, hein? Oui. C'est un transcript un peu nettoyé. Marie-Claude, retraitée passionnée de céramique. Et Thomas, qu'est-ce qu'il fait Thomas? C'est le jeune entrepreneur éco-responsable. Voilà. Donc, on a ces 3 interviews là. Et donc, j'appelle mon laptop démo. D'accord? Je prends mes 3 interviews. On laisse uploader et puis je lui dis rien du tout. Hop là.
Rien du tout. Et là, je prends mon téléphone et je regarde les réseaux sociaux. C'est le moment de la pause. Il fait tout le travail. Il va récupérer les documents de référence d'Artisanat qui incluent les personnages. Vous vous souvenez, je lui disais, va me comparer avec les personas. Donc, il travaille. Et voilà. Alors, notre amie Marie-Claude, elle correspond parce que je lui ai donné des personas types. Donc, il a les personas. Elle est plutôt du côté de Marco. Parce que j'ai un des personas qui s'appelle Marco, qui est un collectionneur passionné. Mais elle a des besoins d'accessibilité spécifiques liés à son âge. Donc, elle est plutôt dans le persona, mais avec des besoins particuliers. Voilà, des insights clés sur elle. Pareil sur Thomas, que lui, qui est plutôt le nouveau persona émergent. Je vais avoir droit à des recommandations stratégiques inspirantes. Donc, il serait intéressant de développer un mode senior, parce que Marie-Claude, elle a un petit peu de mal, avec des interfaces adaptatives, amplifier l'authenticité, parce que j'en ai l'un d'entre eux qui insiste beaucoup sur le caractère authentique d'Artisanat. J'ai des sujets autour de la roadmap. Je ne vais pas aller dans tous les détails de tout ce que ça raconte, mais il est en train de me partager tout un tas de moments d'inspiration, de connexion, en disant que dans ma roadmap, j'avais prévu tel ou tel projet, et donc ça va valoir le coup de le connecter avec ces projets. Il va aussi me parler de pistes d'inspiration pour aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas ce que c'est que le slow browsing, mais c'est l'expérience méditative. Aïcha insistait beaucoup sur la notion de transmission culturelle. Et il va aussi, parce que je lui ai demandé, aller me chercher des points de contact avec le tone of voice pour aller même me chercher un certain nombre de citations ou d'éléments qui sont ressortis dans les discussions et qui s'alignent avec le tone of voice, voire peuvent l'enrichir. Ça nous a pris, je vais pas regarder l'heure, 10 minutes, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est que on a pris un exemple lambda, un use case lambda, en disant tiens, vas-y, fais-moi des ponts, inspire-moi, mets en relation des interviews avec ma documentation. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on se souvienne du use case, c'est que ça vous ouvre des perspectives en vous disant mais en fait, c'est si facile que ça de tester un use case. Là, j'ai rien fait honnêtement, moi en plus personnellement, je sais même pas écrire une balise HTML, donc la notion de code, c'est un peu loin de mon univers. Et là, ce que je vous ai montré, tout le monde est capable de faire ça. Il n'y a aucune barrière. On prendra des questions si vous voulez, s'il reste des barrières, je serais ravi de les adresser, mais c'est vraiment accessible. Vous demandez à ChatGPT de faire les instructions, vous copiez-collez et vous testez. Et ce qui va se passer derrière, c'est que là, par exemple, peut-être qu'il y a des éléments qui ne me plaisent pas. Je vais dire, oui, mais ça, c'est bien, mais en fait, j'aimerais bien que ce soit différent. Ou là, tu me dis des choses étranges. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ChatGPT et puis je vais lui dire, très bien sur des citations, mais alors par contre, sur tes idées, moi, j'aime pas trop comment ça fonctionne là. J'aimerais que tu ailles creuser plus des idées d'apps concurrentes, par exemple. Et je vais juste lui dire ça. Et je vais lui dire, mets à jour les instructions pour qu'il soit un petit peu plus pointu sur les apps qu'il va les scanner. Il va me refaire les instructions, je vais les recopier, les recoller, et puis je vais revoir ce qui se passe. Et donc, je vais juste faire du ping-pong entre ChatGPT qui m'écrit mes instructions et je vais lui dire elles sont bien, mais je préférerais que ça fasse plus ça. Et je colle dans Dust et je teste, et encore, et encore, et encore. Voilà. C'est pas plus difficile que ça de tester des agents. Peut-être que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on jette des agents? Et probablement qu'on en jette beaucoup parce qu'on essaye. Mais en fait, c'est pas grave. Si vous êtes dans une perspective, encore une fois, de déploiement d'agents à l'échelle, vous allez prendre votre temps pour être sûr que c'est le bon agent et pas investir. Là, on parle de 10 minutes, 15 minutes. Donc, ça n'a en soi, pour moi, pas beaucoup d'importance de savoir si c'est le bon use case. L'intérêt, c'est de tester et d'aller en rechercher de la valeur. Voilà. Et une dernière chose, c'est que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas d'essayer de générer un livrable que je vais forwarder à mon client ou à mon N+1 en disant « Tiens, regarde, le boulot, il est fait ». C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de lire parce que moi, je connais mon projet, parce que moi, je suis au cœur de mes utilisateurs et de me dire « Ah, mais ça, c'est pas mal comme idée, en fait. J'aime bien le pont qu'il fait entre ces deux trucs-là. Allez, je prends. Hop. Et puis ça me plaît aussi. Et ça me plaît. Et avec cette matière, je vais itérer et je vais construire. Donc,
là-dedans, il y a aussi cette idée qu'on parle beaucoup de IA pour aller plus vite, et c'est vrai, mais il y a aussi IA pour augmenter la qualité, c'est-à-dire d'être capable d'aller faire des ponts. L'IA, c'est très très bon pour connecter des idées dans des grandes masses de documents, et là, de faire des ponts entre des éléments auxquels j'aurais même pas pensé. C'est pas une histoire de temps, c'est que je les aurais même pas trouvés, ces ponts-là. Donc, ça me fait gagner du temps, mais ça m'apporte aussi une valeur supplémentaire. Si vous reste des blocages, souvent les blocages, c'est de pas savoir par où commencer. On a fait un travail avec Rémi, on a fait un document qui s'appelle 50 nuances d'usage. Et ravi de vous le partager. Si vous me pinguez, je vous le partagerai. C'est en gros les cas d'usage les plus courants qu'on a trouvés dans la communauté produit et design. Mais vraiment, pour moi, c'est source d'inspiration. C'est pas de vous dire il faut que je fasse celui-là. C'est juste que ça déclenche des idées, des envies d'aller tester des choses. Vous voyez le top 5, analyse de feedback utilisateur, qui l'eût cru. Benchmark de fonctionnalité, ça marche pas mal aussi. C'est surprenant à quel point ça marche parfois. Correction de spec, UX Writing microcopie et synthèse des réunions produits. Ça, c'est ceux qui sont sortis le plus souvent. Mais encore une fois, il y en a 50 dans le document, donc ça peut vous aider à avoir des idées. Et pour finir, par curiosité, qui est dans la communauté, qui est sur le Slack AI Discipline? Tac, tac, tac. Quelques-uns. Et ben, la prochaine fois, il y aura plus de gens. On a donc cette communauté AI Discipline, c'est un Slack et on partage des choses. L'idée, c'est qu'on partage nos pratiques. Moi, je crois beaucoup dans le bottom-up. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que vous, individuellement, vous allez avoir des idées incroyables et que maintenant, vous êtes capable de les mettre en œuvre. Avant, c'était pas possible. Maintenant, on peut le faire. Donc, je crois beaucoup dans le bottom-up et on a créé cette communauté pour qu'on partage nos pratiques, on se donne des idées, on crée des événements où on se retrouve et on se dit tiens, moi j'ai testé un bot qui fait ça et ça marche bien et ça m'intéresse. Voilà, il y a des espaces collaboratifs aussi, on essaye d'aller un peu plus loin, on se regroupe, on se dit tiens, si on essaie de faire un agent, quelqu'un a parlé de N8N et de choses comme ça tout à l'heure, c'est un petit peu plus pointu techniquement, donc quand on est largué techniquement, c'est sympa aussi d'avoir quelqu'un qui ne l'est pas, on se met à plusieurs et on tente des choses, on voit si ça marche. Voilà, et des formations. Donc, rejoignez-nous si vous voulez. Il y a un lien sur aidiscipline.com pour rejoindre la communauté. On est 1 millier de PM et designers, là, un petit peu plus maintenant. On est francophone seulement parce que je crois que même si on est tous à l'aise à travailler en anglais, c'est plus simple quand c'est français. Et donc, c'est francophone. Donc, il y a des gens de France, de Suisse, d'Afrique de l'Ouest, mais en tout cas, on parle le français sur cette communauté. Et on s'entraide. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on discute tout à l'heure. Guitare, les gens ont faim, mais est-ce qu'ils ont encore envie de poser des questions? Tu as parlé de burn-out. Ouais. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène d'addiction? Ouais. De fou. De fou, on est d'accord. Hein, parce que du coup, de fou. Je ne sais pas si c'est vertueux ou vicieux. Merci. Ouais. J'en sais rien, honnêtement, mais c'est vrai qu'on finit par tomber dans une espèce de systématisme d'utilisation de l'IA. Pour le moindre email, pour le moindre truc, je copie-colle dedans. Alors bon, ça c'est les use cases de base, de reformatage, choses comme ça, mais on devient dépendant de l'IA en permanence. Et je me suis posé la question, je me suis dit, une journée sans IA, là aujourd'hui, je ne sais pas si je saurais faire. Mais bon, honnêtement, une journée sans ordinateur, j'irais tourner ma pelouse aussi. Donc, il y a aussi un côté, à un moment donné, si l'outil me permet de bosser et qu'on m'enlève l'outil qui me permet de travailler, je fais autre chose. Donc, mais un ordinateur sans IA, c'est compliqué. Maintenant, ouais. Et très, très vite. Voilà, très, très vite. Mais je ne sais pas dire si c'est bien ou pas bien. Ça, je n'ai pas d'avis. Je suis d'accord avec toi sur le côté, tu arrives à des niveaux de réflexion. En fait, comme il fait les trucs faciles, en fait, du coup, tu réfléchis avec lui sur des choses assez haut niveau et ça peut être assez fatigant. Ouais. Mais sur le sujet de l'addiction, je trouve que ça vient contrebalancer les débats qui dit que ça réduit la capacité cognitive. Et en fait, ça m'interroge un peu où je me dis, moi, j'y crois pas. Ou pas, en fait, quoi. J'ai pas cette impression-là parce que ça te fait aller plus vite et ça te fait réfléchir à d'autres sujets. Moi, j'utilise aussi beaucoup Perplexity en mode vocal. Et je me promène dans la rue et je lui dis, tiens, j'ai envie de réfléchir à... mais pas forcément que des sujets boulot. Il y a des orties dans mon jardin. Il faut que je trouve des plantes qui des vrais sujets. Empêchent les orties de pousser. Et honnêtement, c'est une discussion intéressante et il va m'enrichir en me parlant aussi des plantes qui utilisent de l'azote. C'est intéressant. Et c'est quoi les plantes et les risques? Et est-ce qu'il y a des plantes qui pourraient prendre la place des autres? Enfin, c'est infini. C'est juste que ça permet d'aller plus vite dans l'analyse des choses. Donc moi, j'ai pas l'impression que ça rend plus bête. Je crois pas.
Merci à tous. Alors, j'annonce aujourd'hui, aujourd'hui même, le lancement des labs IA. Donc, c'est un petit peu les workshops sur des cas spécifiques. Donc, si vous voulez tester Lovable, Bolt ou quoi, Replit, Cursor, machin, ou si vous voulez tester plusieurs LLM aussi pour une même requête, je pense que ça aussi, c'est un truc qu'on fait jamais assez. Si vous voulez tester, je sais pas, ouais, un peu plus que de la recherche, mais voilà, faire du benchmark. En fait, il y a tellement de cas. On va changer le métier, donc là, je vous propose qu'on y travaille tous ensemble pour ceux qui veulent. Voilà, si ça vous dit. Donc voilà, c'était un peu la première aujourd'hui. C'était un peu le lancement caché. On voulait voir s'il y avait des gens. Donc il y a des gens. Il y a des choses nouvelles tout le temps qui se produisent et nous, on ne sait pas nécessairement comment les utiliser. On peut commencer à connecter Figma avec de l'IA, mais pour faire quoi? Question. Sûrement des choses à faire, mais on ne sait pas quoi. Donc, il y a plein de trucs à tester. On va geeker l'IA. Donc, on l'appelle Lab pour l'instant. Le lab. Bon, mais en tout cas, merci à l'équipe de Dust et Kev là, qui est derrière, qui est trop content. On est trop content de se rencontrer tous. Après, voilà, venez nous voir. Enfin, venez aller voir Kev, donc Ed, le designer, the designer de Il n'y a pas que moi, il y a lui aussi. N'hésitez pas à aller Et lui voilà, parler. comme je te connais pas, comment tu t'appelles? Alexandre. Et surtout, bah voilà, maintenant on a des pizzas, on a des bières, on a du coca, on a de l'eau. Et voilà, je vous invite à rester jusqu'au temps que vous ayez envie de dormir.